quand on évoque l'apogée du football africain, on a tout de suite des sensations hyper physiques qui nous viennent en tête. Ah oui, la ferveur du stade, clairement. Ouais, l'odeur de la pelouse fraîche, le bruit sec des crampons dans le couloir et bien sûr la clameur des supporters qui fait trembler les gradins. C'est l'essence même du jeu. Exactement. Mais aujourd'hui, en épluchant une série de dépêches et d'articles très récents du média sénégalais WeSport, des articles datés des alentours du 26 mars 2026, on réalise un truc assez dingue. Lequel? Le véritable match décisif ne se joue plus du tout en short sur un terrain, il se joue en costume-cravate. À des milliers de kilomètres de l'Afrique en plus. C'est ça. La mission de cette plongée au cœur de nos sources, c'est de décortiquer une contre-offensive juridique vraiment monumentale. En gros, le combat du Sénégal devant le tribunal arbitral du sport, le fameux TAS, pour conserver son titre de champion d'Afrique de la CAN face à la Confédération africaine de football. C'est un changement d'arène absolument radical pour le coup. Complètement. On quitte l'immédiateté et la passion du terrain pour entrer dans le temps long. Un temps froid et extrêmement millimétré, celui de la justice sportive internationale. Les armes, c'est plus les schémas tactiques de l'entraîneur. Non, c'est des montagnes de papier. Voilà, des dossiers de plusieurs centaines de pages, des jurisprudences, des vices de procédure à n'en plus finir. Ok, décortiquons ça, parce que le dispositif mis en place par le Sénégal pour affronter la CAF, ça n'a rien d'une petite formalité administrative. Ah non, pas du tout. Quand on lit la présentation de l'équipe juridique missionnée par la Fédération sénégalaise de football, on comprend tout de suite l'ampleur du truc. En lisant ça, j'ai eu l'impression de voir le casting d'un film de braquage façon Ocean's 11. C'est une bonne comparaison, ouais. Un casting 5 étoiles. Grave. C'est comme assembler une équipe de chirurgiens de très haute volée où chacun a une spécialité vitale. Nos sources listent les noms de ce commando. On a le bâtonnier Alifal, maître Sédou Diagne, maître Juan de Dios Crespo Pérez, maître Serge Vitoz, maître Moussa Sarr et maître Pierre Olivier. Rien que ça. Et les articles soulignent bien qu'ils apportent, je cite, des compétences complémentaires rompues aux contentieux sportifs internationaux. Et pour encadrer cette opération, on retrouve les plus hauts dirigeants sur place. Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, et le secrétaire général. Abdoulaye Sow, exactement. Mais il y a un détail géographique qui m'a tout de suite sauté aux yeux. La localisation de la conférence de presse? Voilà. Pour annoncer cette riposte juridique massive, ils n'ont pas fait ça à Dakar, ils ont organisé la grande conférence de presse à Paris. Pourquoi Paris? Ce qui est fascinant ici, c'est que la géographie de cette annonce est en soi une arme diplomatique. C'est-à-dire? Le choix de Paris n'a absolument rien de fortuit. En délocalisant cette conférence dans une capitale européenne qui sert de carrefour médiatique mondial, la Fédération sort délibérément le conflit de l'entre-soi continental. Ah, ils veulent pas que ça reste un petit problème interne en Afrique. Exactement. Elle refuse que cette affaire soit traitée comme une simple querelle de couloir au siège de la CAF, au Caire. Les sources mentionnent un ton ferme et des arguments juridiques assumés. Donc tu exposais tout ça à Paris. C'est placer la CAF sous la loupe des médias sportifs du monde entier. C'est une stratégie d'internationalisation du litige, tu vois. Le but, c'est de faire comprendre aux juges suisses du TAS que le Sénégal aborde ce dossier avec le sérieux et les moyens d'un litige d'État. En somme, c'est une démonstration de force avant même que les plaidoiries commencent. On montre qu'on a les reins solides, que ce soit au niveau logistique ou financier. Tout à fait. Et justement, quand on regarde de plus près les arguments déployés par cette fameuse équipe de chirurgiens du droit, on entre dans ce que nos sources appellent le théâtre de la CAF. Le terme est fort. Très fort. Le tir de barrage des avocats est hyper technique. Il pointe d'abord l'absence totale d'une décision motivée. Ce qui est déjà une erreur majeure en droit. Et ensuite, la structure de l'attaque devient chirurgicale. Ils remettent carrément en cause la composition du jury de la FAFC qui a pris la décision contre le Sénégal. Ah oui, l'histoire du membre inéligible. C'est ça, hein. On parle d'un membre qui siégeait alors qu'il n'avait pas le droit d'être là, et d'un quorum obligatoire de 5 personnes qui, apparemment, n'auraient même pas été atteints. Un vice de forme classique, mais dévastateur. Mais là, je suis obligée de faire l'avocate du diable. Quand on lit ça de l'extérieur, est-ce que ça ressemble pas juste à des plaintes administratives d'un mauvais perdant? Genre, on chipote sur les détails parce qu'on a perdu sur le fond. C'est une réaction très compréhensible, on pourrait le voir comme ça, mais si on relie ça à une perspective plus large, on touche à la dynamique fondamentale de l'arbitrage sportif de haut niveau. C'est-à-dire que la forme prime sur le fond. Dans ces hautes instances, oui, la forme et le fond. Le TAS, qui siège en Suisse, applique des standards très stricts, souvent calqués sur le droit civil suisse pour les associations. D'accord.
Les institutions comme la CAF ont un pouvoir immense sur la carrière des athlètes. Pour contrebalancer ce pouvoir, la loi exige un respect absolu de leurs propres règlements internes. Donc, si on dit qu'il faut un quorum de 5 membres, c'est pas juste une recommandation amicale. C'est une règle d'or. C'est le seuil minimal qui garantit qu'une décision n'est pas juste l'humeur arbitraire de 2 ou 3 personnes. Et pour le membre inéligible? La jurisprudence considère généralement que sa simple présence contamine le processus. Même s'il n'avait pas voté, il a pu influencer les autres. Donc la stratégie des avocats sénégalais, c'est de prouver que la machine de la CAF était techniquement défectueuse. Et si la machine est cassée, exactement. Ce qui explique pourquoi ils n'ont même pas besoin de s'épuiser à débattre des règles du foot, ils cherchent la faille structurelle, l'erreur fatale. Le coup d'épée précis. Ouais. Et c'est là qu'une autre dimension hyper importante rentre en jeu, le chronomètre. Nos sources montrent qu'il y a une vraie course contre la montre. Lors de la conférence de presse, Maître Serge Vitoz a beaucoup insisté sur la volonté de la FSF d'obtenir une procédure accélérée devant le TAS. Une demande très stratégique. Mais en parallèle, j'ai vu une autre brève publiée par Wisport qui jette un froid. Elle parle d'un, je cite, dossier fragilisé devant ce même TAS. Ah. Et ça mentionne des inquiétudes chez les supporters à propos d'une histoire de caution, avec l'angoisse des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en toile de fond. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi précipiter les choses si le dossier fuit de partout? C'est le grand dilemme de la justice sportive face au calendrier réel. Tu vois, le rythme d'un tribunal est totalement incompatible avec celui du sport. Ouais, la justice prend des mois, voire des années. C'est ça, entre l'échange des mémoires, la nomination des arbitres. Or, le Sénégal ne peut pas rester dans un flou juridique avec les qualifications de la CMD 2026 qui arrivent vite. Le vide juridique, le sport déteste ça. Absolument. Le statut de champion d'Afrique n'est pas juste honorifique. Ça joue sur les tirages au sort, les primes, les sponsors et surtout le mental des joueurs. Donc, demander une procédure accélérée, c'est vital, sportivement. Mais juridiquement, c'est un pari énorme. Parce que en accélérant la cadence, on a moins de temps pour peaufiner sa défense ou réagir si la partie adverse sort un nouvel argument. Exactement. Les délais sont drastiquement raccourcis. T'as plus vraiment de marge d'erreur. Si les rumeurs sur le dossier fragilisé sont vraies, par exemple, s'il manque une preuve sur l'inéligibilité ou s'il y a un souci avec cette fameuse caution, le coup-preuve va tomber tout de suite. C'est chaud. La FSF doit aller vite pour 2026. Mais chaque semaine gagnée augmente le risque de perdre sur un détail mal préparé. J'avoue que je souris un peu de te voir si passionné par des drames de calendrier juridique. Et c'est palpitant. C'est marcher sur une corde raide avec tout un pays qui retient son souffle, tu vois. Et du coup, on en vient forcément à se demander pourquoi une telle prise de risque? Pourquoi un tel acharnement? Il faut que l'enjeu en vaille la peine. C'est ça, on dirait un pays qui défend ses frontières. Et la réponse, elle n'est pas juste dans l'armoire à trophées, elle est super humaine en fait. Comment ça? Dans les articles de Wisport, on trouve une citation d'Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne. En analysant la victoire du Sénégal à la CAN, il dit un truc précis. Il dit « Le Sénégal a gagné parce qu'ils ont eu la bonne alchimie entre les joueurs d'expérience et les jeunes. » Une analyse très juste. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si tu fais défiler les autres brèves du même jour, tu vois cette abstraction tactique se matérialiser en direct. Ah oui. L'actualité des transferts vient prouver son point. Exactement. D'un côté, on a une brève hyper prometteuse sur le jeune Mamadou Lamine Sadio. Le fameux jeune talent. Ouais. Il vient de marquer son tout premier but pro au Danemark avec le club de Nordsjælland. C'est la jeunesse à l'état pur, la vitesse, l'insouciance. Et le même jour, on a une dépêche sur Sékou Kouyaté. L'expérience par excellence. Voilà, le vétéran, libre de tout contrat, qui négocie avec un club historique comme Anderlecht. D'un côté, le début d'une histoire, de l'autre, la sagesse d'un joueur qui gère la fin de sa carrière. L'alchimie dont parle Diallo, elle est littéralement devant nos yeux. C'est une juxtaposition vraiment cruciale. Ça explique parfaitement la ferveur juridique de la fédération. Ce qu'ils défendent à Lausanne, c'est pas juste un bout de métal. C'est quoi alors? C'est la validation historique d'un cycle de construction hyper complexe. Tu sais, faire cohabiter l'ambition dévorante d'un jeune comme Mamadou Lamine Sadio avec la gestion émotionnelle d'un cadre comme Sékou Kouyaté, c'est presque un miracle sociologique. Ouais, c'est fragile comme équilibre. Très fragile. Et quand ça paie enfin sur le terrain, que ça produit le meilleur football du continent, laisser ce couronnement s'évaporer à cause d'une erreur administrative de la CAF, ce serait vécu comme une injustice existentielle. On détruirait l'histoire de toute une génération. C'est exactement ça. C'est l'héritage de ces joueurs qui est sur le banc des accusés. Du coup, on comprend mieux la panique autour du fameux dossier fragilisé. Si le TAS tranche du mauvais côté, c'est 10 ans de travail qui partent en fumée juste avant le Mondial 2026. Ça demande une résilience incroyable de la part des dirigeants.
Une vraie solidité mentale, oui. Et curieusement, cette idée de résilience, ça m'a fait tiquer sur une toute autre rubrique de Wii Sport ce jour-là. Le média parle beaucoup de foot, mais il y a aussi une immense place pour le la main. La lutte sénégalaise. Ouais, la lutte. C'est vraiment le pouls culturel du pays. Bien plus qu'un sport, c'est clair. C'est un miroir social où la force brute doit s'allier à l'ascendant psychologique. Totalement. Et il y a un article fascinant sur un choc royal à venir. Le coach Diabong est interviewé sur ces deux lutteurs et il fait une analyse hyper lapidaire. Il dit « Ils sont tous les deux puissants, mais Modulo est plus endurant. Modulo, l'endurance incarnée. » Exactement. Et le parallèle avec notre bataille aux tasses est fou, tu trouves pas? J'adore cette connexion. Dis-moi en plus. Regarde l'arsenal déployé à Paris, ces 6 avocats, ces arguments massus sur le quorum. C'est la puissance de frappe du Sénégal. C'est comme le premier accrochage dans l'arène, on montre les muscles. Ouais. Mais face à une machine bureaucratique comme la CAF, la puissance brute suffit pas. Pour gagner, la fédération va devoir faire comme Modulo, elle va devoir être plus endurante. Cela soulève une question importante sur la mutation du sport d'aujourd'hui, tu sais. Comment ça? Historiquement, l'héroïsme, c'était l'effort physique surhumain pendant 90 minutes ou la violence condensée d'un combat de lutte dans le sable. Mais là, le conflit déplace cette exigence vers les bureaux et les tribunaux. C'est une guerre d'usure. Exactement. Les avocats et les dirigeants doivent avoir la même abnégation, la même solidité nerveuse qu'un lutteur qui refuse de plier. Les rumeurs, la pression pour la Coupe du Monde, l'attente du verdict, tout ça, c'est une charge mentale énorme. On ne gagne plus par fulgurance, en fait. Non, ça s'obtient par la capacité d'une institution entière à garder sa ligne de défense mois après mois, sans paniquer. C'est l'endurance musculaire qui se transforme en endurance bureaucratique. C'est fou. Bon, si on prend un peu de recul sur cette moisson d'infos, le panorama est saisissant. On a couvert beaucoup de terrain. Ouais. On est parti d'une conf de presse aux allures diplomatiques à Paris, avec un commando d'avocats. On a vu les failles pointées chez la CAF, l'inéligibilité, le quorum. Le fameux chronomètre du TAS aussi. Comme Sadio et des anciens comme Kouyaté. Le tout avec la leçon de Modulo, seule l'endurance triomphe. C'est une cartographie très fidèle du sport de haut niveau contemporain. Aujourd'hui, chaque victoire sur l'herbe doit être défendue dans les textes de loi. C'est triste mais vrai. Les crampons et les codes civils sont devenus complètement indissociables. Absolument. Ce qui amène inévitablement une réflexion plus profonde, une question que quiconque suit cette affaire devrait se poser. Je t'écoute. Si, aujourd'hui, le sacre de la meilleure équipe d'un continent ne dépend plus seulement de la trajectoire d'un ballon, mais d'une signature manquante ou du quorum d'une réunion au Caire, est-ce qu'on n'assiste pas à une hyper-judiciarisation irréversible du sport? C'est vertigineux. Quand des décisions de terrain peuvent être annulées des mois plus tard dans les couloirs feutrés des tribunaux, on est en droit de se demander de quoi sera fait le vrai terrain de jeu de demain. Sera-t-il recouvert de pelouse ou tapissé de dossiers juridiques? Ouais, le sport de demain pourrait célébrer la signature d'un avocat brillant autant que le but d'un attaquant. C'est la question qu'on laisse à ceux qui nous écoutent. C'est une perspective redoutable. Si l'émotion du stade est toujours suspendue au verdict froid d'une cour, c'est l'essence du jeu qui change. Ça invite vraiment à regarder au-delà de la ligne de touche pour comprendre où se gagnent les batailles aujourd'hui.